télécharger le diaporama et on va pouvoir démarrer sans plus attendre. Donc bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire où aujourd'hui à mes côtés, j'ai William Béraud, le patron de la BU CRM d'Amavis. Alors William, des projets CRM, tu en as fait quelques-uns dans ta vie parce que c'est pas récent, cette passion pour le CRM. Non, tout à fait, Thierry. C'est une aventure qui commence il y a quelques années avec la bulle Internet. Donc on parle de 1996-98. Et depuis, voilà, je suis tombé dedans petit, donc comme Obélix, et je m'y sens bien. Voilà. Donc alors pour la petite anecdote, moi je me souviens, on en parlait en aparté avant de démarrer ce webinaire, que j'ai fait ma première démonstration d'un outil pour les forces de vente en 1986 sur un des tout premiers salons de la fonction commerciale. J'étais encore étudiant à cette époque-là, mais voilà, c'était en 1986 et avant même qu'on appelle d'ailleurs qu'on invente le mot CRM. Alors, au sommaire de ce webinaire, dont vous retrouverez le diaporama en téléchargement à l'issue du webinaire, on vous demande également de conserver vos questions pour la fin de cette session. Donc, un petit contexte, on va rappeler le contexte et faire un constat aujourd'hui sur l'utilisation du CRM dans les entreprises. On parlera bien sûr des enjeux du CRM dans sa version 3.0. On parlera aussi de la phase d'intégration, c'est quelque chose te tient à cœur, je le sais, William, et tu as tout à fait raison. Là, on parlera de news et de tendances, de dernières nouveautés également. Et puis, on abordera cette phase de questions-réponses pour satisfaire les besoins de tout à chacun. Alors, contexte et constat. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde omnicanal, on est omniconnecté, on a de plus en plus de terminaux mobiles et puis on va avoir de plus en plus d'objets, de robots qui vont être connectés, qui vont faire des choses un petit peu pour nous. Donc, ça nous simplifie quelque part la vie, ça change nos usages, mais également avec cette crise économique, on a plus d'offres que de demandes, donc le consommateur il est sursollicité et ça impose une certaine rigueur dans l'entreprise parce que le travail des commerciaux, le travail du marketing, quelque part facilité par un certain nombre d'outils, est aussi complexifié de par cette émergence, de par cette surabondance de l'offre. Donc il faut revoir les processus pour être sans cesse plus productif, sans cesse plus efficient et c'est ce qui nous amène à une certaine gestion de leads aujourd'hui qui est une priorité. Ben oui, Thierry, tu viens de le rappeler. Aujourd'hui, une entreprise, elle a un levier qui est fondamental, qui est celui de créer des affaires. Et donc, pour créer des affaires, on a besoin de matière. Et donc, cette matière, c'est pas que, mais c'est des leads aussi. Donc, des leads, ce sont des gens potentiels qui viennent, en fait, ou qu'on va chercher, en fait, je dirais, à l'extérieur, et pour lesquels on fait des propositions commerciales. Et donc, on intéresse en fait les gens. Et tout ça, ça se suit parce que une personne qui est intéressée au départ n'est pas forcément cliente immédiatement. Donc, il y a tout un processus qu'on va devoir supporter dans une chaîne, je dirais, commerciale. Et les outils CRM servent entre autres à réaliser ces actions. Et alors, que ce soit dans le domaine du particulier ou de l'entreprise, ou même dans le domaine de l'entreprise, des cycles de vente peuvent être un petit peu longs. Et donc, tu faisais appel à cet aspect de lead nurturing qui consiste à élever le prospect tout au long de la phase de maturité ou de maturation de son projet. Tout à fait. Donc, en effet, le lead nurturing, c'est une fois qu'on a capté l'attention d'un lead, c'est la capacité qu'a l'entreprise, les équipes marketing et commerciales à réellement démontrer, je dirais, leur savoir-faire, leur expertise pour convaincre et finir de convaincre les personnes de consulter l'entreprise pour arriver sur un projet concret et donc éventuellement réaliser ce projet avec l'entreprise. Alors, la fidélisation, parallèlement à ça, reste fragile. Donc, la fidélisation, c'est d'accroître le panier moyen du consommateur, mais ce consommateur est sursollicité. Alors, la fidélisation, ça reste en effet une discipline fondamentale dans les activités commerciales. Tout le monde sait très bien qu'en fait, un client coûte 10 fois moins cher à fidéliser qu'à conquérir. Ça, c'est très clair. Maintenant, on ne peut pas rester uniquement sur ce phénomène puisqu'on va de facto vivre un phénomène d'érosion naturelle et mécanique, je dirais. Donc, on a besoin de mettre en place des politiques de fidélisation pour retenir un maximum et fidéliser un maximum les clients. C'est fondamental, mais en complémentarité d'une stratégie
de conquête, dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, ce qui a changé aussi un petit peu avec cette omniconnectivité aujourd'hui, c'est qu'on gère davantage de volume parce qu'on doit élargir sa cible et donc gérer beaucoup plus large. Donc, qui dit volume dit aussi systématisation et automatisation, qui dit aussi outils pour les forces de vente, pour les centres d'appel, pour le marketing. Et là, quand on parle de CRM et de son utilisation au quotidien, William, on ne peut que constater on peut constater que ça devient indispensable parce que l'exemple que je prends souvent, c'est qu'un outil CRM et la démarche CRM n'est ni plus ni moins que le travail d'un petit artisan que vous connaissez près de chez vous. Hein. Cet artisan répond à deux problématiques principales. La première, c'est de connaître ses clients. Et une fois qu'il connaît ses clients, il peut anticiper les besoins de ses clients. Bon, la seule différence qu'on a avec une entreprise, c'est qu'on ne se limite pas à 100 ou 200 personnes, ou un peu plus, mais on peut avoir des milliers de personnes en fait à considérer, et on doit avoir, je dirais, une considération identique pour chacun des clients et des prospects qu'on a à traiter. Et alors, au quotidien, l'utilisation du CRM, qui n'est pas un concept nouveau, puisque le CRM, ça date des années 2000, du tout début des années 2000, donc on a déjà une certaine expérience, on l'évoquait tout à l'heure en introduction, et on se rend compte que finalement, les gens n'utilisent pas forcément les outils CRM mis à disposition de façon intensive, bien au contraire, c'est un petit peu comme avec beaucoup d'outils d'ailleurs, donc qu'on a à disposition aujourd'hui relativement simplement, c'est qu'on en utilise 10, 20, 30% dans le meilleur des cas. Donc, on va voir aujourd'hui que les challenges de l'entreprise, compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer, c'est d'avoir une expérience client non fragmentée. C'est-à-dire que les parcours clients doivent être ce qu'on appelle sans couture, au sens où, lorsque je passe d'un média à l'autre, d'un système à un autre, je dois avoir le même type de réponse. Je dois être au courant dans l'entreprise, on doit être au courant de mon historique de façon à éviter de me faire perdre du temps, d'optimiser ce parcours client et d'avoir une qualité de service optimisée. Donc ça, c'est toute la fluidité, quelque part, de l'information au sein de l'entreprise qui doit être sans couture également. C'est anticiper et prédire les besoins, les usages et les comportements parce que entre réactivité et proactivité, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, il va falloir équilibrer ce qu'on disait entre conquête et fidélisation. Et puis, c'est aussi un aspect nouveau avec cette omniconnectivité, c'est le temps réel. C'est-à-dire que là, on doit réagir très très rapidement et avoir la même qualité de service, encore une fois, d'un média à un autre, mais d'une façon très rapide. On ne supporte plus d'attendre. Aujourd'hui, on est à l'heure du smartphone qui nous suit partout finalement et qui doit nous donner notre position dans l'entreprise, qui doit tout nous fournir. Et puis, dernier point, c'est l'analyse de tout un tas de données qui deviennent de plus en plus importantes. C'est des données collectées sur le web, dans notre navigation, sont des données à caractère social, sont aussi les données d'objets connectés, puisqu'on nous annonce 50 milliards d'objets connectés en 2020. Donc 2020, c'est dans à peine 4 ans, 50 milliards d'objets connectés qu'on va utiliser au quotidien. Donc, bien sûr, on a déjà des objets connectés, mais ça va vraiment se multiplier. Alors, dans le cycle d'information, décision, action, bien évidemment, la connaissance client est au cœur de la performance de l'entreprise parce que toute cette information, toute cette connaissance client va permettre de gérer les stratégies et tout un tas de choses. On va y revenir. Ça permet, bien sûr, de gérer au mieux les interactions clients tout au long du parcours, comme on vient de l'évoquer. Et puis surtout, ça permet également d'apprendre parce que ce client, il évolue maintenant très rapidement parce que cette omniconnectivité, cette interactivité, le web, l'Internet nous a appris à finalement évoluer très rapidement et à changer d'avis et à faire les choses beaucoup plus facilement quelque part, mais aussi de façon beaucoup plus impulsive. Alors pour gérer ce triptyque connaissance, interaction et capitalisation, il y a un ensemble d'outils. Et ces outils, j'ai cliqué un petit peu trop vite, ces outils, c'est le CRM, le référentiel client unique et les aspects de marketing automation sur lesquels on a fait dernièrement d'ailleurs un autre webinaire. Alors, on va se centrer aujourd'hui sur les aspects du CRM, mais sachez que la connexion avec le RCU et le marketing automation sont fondamentales. Alors, ces enjeux du CRM 3.0, William, on en a listé plusieurs qu'on va détailler aujourd'hui.
et notamment un premier que sont les objectifs clients. Voilà, objectifs clients. Alors, les objectifs clients, ça va concerner essentiellement, comme le rappelait Thierry, la connaissance du client. Ça, c'est la priorité. Hein. Il faut qu'on sache identifier qui sont nos clients, ce qu'ils consomment, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, les interactions qu'on a pu avoir avec. Donc, cette brique connaissance est fondamentale. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est la réactivité et la proactivité qu'on peut avoir par rapport à eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même dans une logique d'instantanéité. Donc le client a du mal à comprendre des délais très longs dans une réponse à soit une sollicitation commerciale, soit une sollicitation de support. Il a besoin d'être pris en considération très rapidement. L'autre chose qui est importante, c'est en effet la diversité avec laquelle on peut interagir avec lui, donc sur l'interaction omnicanal, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui va imposer un canal de communication, c'est plutôt le client qui va dire voilà, moi aujourd'hui, par rapport à mes usages, par rapport au moment, je voudrais que vous me répondiez sur tel ou tel canal. Donc c'est à l'entreprise de s'adapter pour vous donner la meilleure réponse sur le canal souhaité. Et puis, sur les objectifs en fait, qu'on peut avoir sur les clients, il y a aussi évidemment tout ce qui est brique satisfaction client, qui est quand même un des fondamentaux, je dirais, qu'on se doit quand on fait de la relation client, avec donc tout ce qui est lié à la fidélisation et la rétention, bien évidemment. Alors, les objectifs clients, c'est important, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on doit avoir des objectifs d'entreprise, bien évidemment, qui sont corrélés parce qu'on a une nécessaire obligation de productivité et d'efficience dans l'entreprise. Et aujourd'hui, plus on va gérer de clients, mieux on doit les gérer, plus il nous faut des outils justement pour fournir aux équipes les meilleurs moyens de répondre comme il se doit à ces clients. C'est également un aspect de qualité de service, parce que cette qualité de service, elle doit être donnée bien évidemment aux consommateurs, mais on doit avoir une qualité de service interne qui va permettre aux gens finalement quelque part de se sentir mieux. Et c'est un troisième point important parce qu'à partir du moment où mon personnel travaille mieux, il est plus satisfait de lui-même, il va avoir de meilleurs échanges de meilleures interactions avec le consommateur, il va être mieux reconnu. Vous savez que quelqu'un qui est reconnu est quelqu'un de reconnaissant. Donc ça va agir dans les deux sens vis-à-vis de la satisfaction à la fois donc de l'entreprise et du consommateur. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces challenges, je dirais, du CRM 3.0, ils sont aussi liés à l'information au sens large. Et l'information, ça veut dire que les premiers processus qui sont fondamentaux sont évidemment la collecte et la normalisation. On y reviendra plus en détail, mais très souvent dans les projets CRM, les gens sont toujours convaincus d'avoir des super données très synthétiques sur leurs clients de grande qualité. Et les faits montrent que même si des fois la qualité est de bon augure, il manque quand même en fait un certain nombre de choses pour pouvoir exploiter complètement ces données, puisque une information qui n'est pas prête, une information qui n'est pas normalisée, qui n'est pas standardisée, c'est une information qui va me gêner dans le temps pour pouvoir déployer mes stratégies relationnelles et mettre en place mes parcours clients. On reviendra après. En particulier d'ailleurs sur la centralisation, la consolidation. Alors ça, en effet, c'est la centralisation et la consolidation. La centralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai en fait une information sur mon client dans 15 bases de données différentes, ce qui a été souvent le cas dans l'évolution des entreprises, hein, puisqu'en fait, on est souvent parti dans des logiques de silos, c'est-à-dire une base de données marketing qui est indépendante d'une base de données après-vente, qui est indépendante d'une base de données de développement réseau, etc. etc. Tout ça, ça me donne en fait une vision du client qui est éclatée et qui ne me permet pas au final d'avoir, je dirais, un spectre complet, une visibilité complète sur lui et la fameuse vision 360 tout à fait, c'est ça. Du client. Donc l'autre chose qui est importante aussi, c'est tout ce qui est évidemment lié au partage et à la diffusion. Une information qui n'est pas partagée, qui n'est pas diffusée dans l'entreprise n'a pas vraiment d'intérêt en soi. Donc c'est vrai que le challenge de l'information, ça va être aussi de pouvoir répondre à ces enjeux. Et puis, pour aussi analyser. Évidemment, c'est l'objectif, hein, c'est cette centralisation, cette normalisation va me permettre en fait une analyse très fine
Et donc l'analyse va me permettre de pouvoir mener des stratégies, donc des décisions de plan d'action. Il y a un dernier point sur la partie information de données qui va devenir de plus en plus important en 2016, en 2017 et en 2018, c'est la partie législative, puisqu'il a été voté au niveau européen le RGPD, le Règlement général de la protection des données. Il est entré en vigueur à partir de mai 2016 pour tous les nouveaux traitements qui voient le jour dans l'entreprise, et il sera généralisé en 2018, en mai 2018, pour l'ensemble des traitements réalisés sur les données, avec des contraintes nouvelles pour l'entreprise, avec des droits renforcés pour le consommateur, donc notamment le droit à l'oubli. Enfin bref, il y a un certain nombre de contraintes qui vont devoir être intégrées dans les bases de données pour pouvoir les respecter. Il y a notamment le fait de pouvoir informer le consommateur en cas de piratage de ces données. Il y a la co-responsabilité de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire non seulement de l'annonceur, mais également des sous-traitants de l'annonceur sur un piratage de données, sur une mauvaise utilisation des données. Donc ça veut dire que les bases vont devoir évoluer. La conservation des données va devoir être structurée différemment. La sécurité est un enjeu stratégique désormais dans cette nouvelle règlement sur la protection des données. Et il va falloir en tenir compte dans la partie informatique. Les process maintenant, William? Donc les process, évidemment, il faut avoir une connaissance parfaite de ces processus dans l'entreprise. Ça, c'est fondamental pour pouvoir réguler et les faire évoluer. Donc ce qu'on va chercher à faire souvent, c'est les simplifier, guider, autoporter en fait ces processus, et puis donc systématiser des actions qui visent à les faire progresser et derrière à les contrôler. Voilà, c'est-à-dire que les outils là vont nous permettre de guider les utilisateurs dans des process qu'on va leur simplifier au travers de l'outil finalement. Tout à fait. Et puis, dernier point, toujours, c'est les utilisateurs. On avait parlé un petit peu tout à l'heure dans le côté objectif de l'entreprise. Il va falloir à un moment donné favoriser l'évolution des attitudes, le changement des attitudes, en priorisant quand même sur la formation, la compétence, en capitalisant dessus, et puis d'avoir une simplicité des outils au quotidien et vendre l'ensemble de cette simplicité. Parce que c'est vrai que quand il y a un changement d'habitude, il y a toujours des freins. Et là, Thierry, on est au cœur en fait du problème, entre guillemets, parce que c'est pas seulement la mise en place d'un CRM, c'est pas seulement une solution technologique, c'est aussi, je dirais, un point central sur lequel les gens vont travailler, les gens de l'entreprise. Donc si les gens ne sont pas impliqués dans ce projet dès le départ, la plupart du temps, ça fait des projets qui fonctionnent bien techniquement, mais qui ne sont pas utilisés. Donc on a aujourd'hui un retour d'expérience assez fort là-dessus. Il est fondamental, en effet, d'impliquer les gens dans le projet, de les former au mieux pour qu'ils puissent profiter pleinement en fait, d'un outil qui est utile pour tous. Oui, parce que si un outil n'est pas utilisé, on n'aura pas de données à l'intérieur, on n'aura pas d'informations, et donc il sera sous-utilisé. En fait, c'est un cercle vertueux, que plus je vais utiliser mon outil, plus il sera utilisable finalement, parce que j'aurai capitalisé de l'information dedans, et donc je pourrai exploiter cette information. Alors, on n'est pas que des utilisateurs internes dans l'entreprise, il y a aussi le consommateur externe, et c'est pour ça qu'il faut relier l'ensemble des systèmes afin d'en donner une quintessence. Alors justement, on parlait d'intégration, William, à l'instant. Donc dans ces phases d'intégration, il y a différents points et au cours de ton expérience, au cours de ton parcours, et j'ai pu le constater également, il y a souvent des points importants, des points critiques, il y a des jalons à poser parce que dans ces phases, si on en loupe une, ça peut être un peu tout le canevas ou tout le projet qui ne va pas aboutir de façon parfaite et donc de façon vraiment opérationnelle. Oui, tu as raison Thierry, la phase d'intégration, elle est fondamentale quant à la réussite d'un projet CRM. C'est vrai que des fois, je tombe sur des clients qui se disent, tiens, je vais choisir une solution technologique et puis, alors, quel que soit l'éditeur, là n'est pas la question, mais il a dit que je pouvais me débrouiller directement seul sur Internet pour configurer mes données, configurer l'utilisateur, configurer mes processus. Enfin, il y a une multitude de choses à configurer, donc on a coutume de dire que quand on sait, tout est facile, mais là, ça représente quand même beaucoup de métiers, il y a quand même beaucoup de strates différentes. Et c'est vrai que souvent, quand les gens sont amenés à faire ça eux-mêmes, il y a une grosse déception, parce qu'à la fin, on se rend compte que oui, on a voulu faire des économies qui ne sont pas les bonnes, je pense, et derrière, ça engendre de nombreux problèmes. En fait, on ne peut pas résumer le CRM au simple paramétrage, au simple choix et paramétrage d'un outil, puisqu'on vient de le voir, les processus, l'humain, enfin bref, il y a tout un aspect
organisationnel qui est impacté par la mise en place ou l'évolution d'un CRM dans l'entreprise. Et donc, pour ça, on a identifié quelques points de passage obligés. Le premier, William, c'est... C'est d'identifier en effet les besoins de l'entreprise. Donc, on veut un CRM pour faire quoi ça doit remplir quelle mission donc, on va là se poser un certain nombre de questions. C'est de bien comprendre en fait le besoin de l'entreprise, de bien comprendre son fonctionnement. Ça aussi, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache comment ça marche dans l'entreprise. De valider, tout ça, ça nous permet aussi de valider l'adéquation du produit ou d'un produit avec les besoins qui existent actuellement, mais aussi de commencer à voir un petit peu quelles sont les nouvelles idées, les évolutions prévues dans l'entreprise. Je dirais que c'est cette alchimie globale qui va nous permettre de choisir le ou les produits qui sont en phase avec les attentes de l'entreprise, en étant déjà sûr qu'on va répondre à ces besoins. Parce que là, on fait le travail dans l'ordre. On définit vraiment le besoin et ensuite, on va trouver un produit qui est en phase. Alors, la stratégie est importante, William, parce qu'en plus, elle permet de communiquer en interne, puisque le projet CRM, c'est quelque chose qui est transversal à l'entreprise, puisque la plupart des services sont concernés. Donc, il faut une vraie volonté d'entreprise pour modifier une organisation de façon transversale, comme ça, qui impacte en fait autant d'utilisateurs de façon simultanée, on va le dire. Et donc, justement, comme tu le dis, Thierry, cette notion d'implication en fait, des équipes en interne, et en effet, on a parlé brièvement tout à l'heure. Dès le départ du projet, on prend en fait des pilotes, donc utilisateurs, et eux aussi participent à la définition du projet, participent à la conception du projet et à sa production. Et ça permet en effet de limiter les risques à la fin d'un projet, parce que moi j'ai déjà vu des projets où les gens n'étaient pas du tout impliqués, et donc quand le projet arrivait, c'était la grande surprise, mais qui n'était pas forcément une très bonne surprise. C'est-à-dire que les gens se disaient, mais c'est pas du tout ce qu'on attendait, c'est pas du tout la manière dont on travaille, c'est pas du tout une valeur ajoutée pour nous en termes de gain de temps, alors que ça doit être tout ça à la fin, quoi. Et donc à la fin, je dirais que tout à chacun doit se sentir très à l'aise avec l'outil qu'il a entre les mains pour pouvoir travailler sur d'autres sujets en fait de manière plus élaborée. Alors c'est pour ça d'ailleurs, William, qu'on travaille ici avec un mode projet qui est très clair, c'est-à-dire qu'il y a la validation de la stratégie, la validation des objectifs, on va établir une roadmap et puis on a un comité de pilotage qui va permettre d'arbitrer, on a une équipe projet qui va gérer, qui va faire les tests, il y a des phases de recettes, donc il y a des ateliers, des workshops, bref, il y a tout un process qui est parfaitement calibré pour pouvoir intégrer cette... Juste un petit point là-dessus, c'est très important ce que tu dis, c'est que le travail d'intégration, il n'est pas seulement propre et réservé à l'intégrateur, c'est un travail d'équipe, de partenariat collaboratif entre l'intégrateur et l'entreprise, parce que l'intégrateur, il a une vision, je dirais, technique et organisationnelle de comment les choses doivent se regrouper, se mettre en place pour pouvoir configurer un outil. Maintenant, l'intégrateur, il n'a pas la connaissance métier en fait des utilisateurs qui est fondamentale, indispensable. Et il y a des fois des choix en fait dans les business process qui se font par les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment à eux de décider. C'est pas à nous. C'est pas à nous, quoi. C'est ça, l'important, je crois que c'est aussi impliqué, c'est je t'impose pas, mais c'est toi qui vas choisir parce que tu participes à l'élaboration, tu participes à la conception, finalement, au paramétrage, tu participes au test, et donc c'est toi qui définis et qui valide, même si tu es assisté. Et dans les équipes internes, il y a bien sûr toutes les équipes métiers, que sont le marketing, le commercial, le service client, le service après-vente, mais bien sûr, il y a aussi les gens qui pilotent aujourd'hui l'information, qui sont donc les gens de la DSI, enfin de toute la partie IT, technologie et système d'information. Alors, troisième point qu'on a identifié comme important à surveiller, c'est cet équilibre nécessaire. Oui, pour l'adaptation des processus avec l'outil. Donc, il est vrai que quand on utilise une solution CRM, c'est très flexible, mais ce n'est pas flexible à l'infini. Donc, il y a toujours une part de concession à faire pour qu'on garde en fait un rapport, je dirais, économique qui soit tangible pour l'entreprise entre la configuration et, je dirais, les fonctionnalités par défaut d'un outil. Même si, évidemment, on va toujours chercher à
faire en sorte que l'outil colle au maximum en fait aux besoins de l'entreprise. Maintenant, on est vraiment dans une logique de Pareto aussi, hein, il ne faut pas se voiler la face, c'est que même si un outil, d'un point de vue fonctionnel, correspond à 80% à vos besoins, si on souhaite intégrer les 20% restants de manière très, 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 très spécifique, ça peut coûter 80% du budget d'un projet d'intégration. Donc c'est là où, je dirais, on doit, en tant que conseil, arbitrer et vous dire ce qu'on pense comme chose importante ou moins importante, et ça, on le décide ensemble, en fait. D'où l'importance des phases d'objectifs et de roadmap, c'est-à-dire qu'on va voir à long terme, mais on va définir à court terme en fonction de ROI court terme pour pouvoir prioriser, je dirais, des étapes. Hein, ça fait partie vraiment de... c'est d'ailleurs le quatrième point, c'est développer, paramétrer en mode agile. Un mode agile, c'est je conçois, je teste. Je conçois, je teste, hein, je développe et j'apprends et j'en tire des enseignements pour pouvoir corriger le tir. Donc cette méthode est excessivement importante et on fonctionne par lot. C'est ce qu'on évoquait à l'instant. Comme tu dis, en fait, on peut pas, on peut imaginer, je dirais, les grands rendez-vous du projet, c'est-à-dire en imaginant à 2 ans, 3 ans quelles vont être les briques et la séquence de ces briques les unes par rapport aux autres. Maintenant, ce qui est important, c'est quand même qu'on puisse répondre rapidement aux besoins de l'entreprise. Et pour ça, en effet, on travaille en mode agile. Donc, on se fixe des premiers objectifs ensemble, on les atteint. Et puis, quand la première brique est mise en place, alors on suit la roadmap et on met en place la deuxième, la troisième, etc. Voilà. Et c'est d'ailleurs le 6e point, il faut bien comprendre que le CRM, c'est un projet d'entreprise qui doit se vivre dans une dynamique d'amélioration permanente, perpétuelle, je vais dire continue, parce que le monde évolue, les utilisateurs évoluent, l'organisation de l'entreprise évolue, les consommateurs évoluent, et donc il faut en permanence, et on le voit bien grâce à nos évolutions technologiques hein, qui ont apporté des bouleversements dans les usages, dans les pratiques, et donc cette notion de revue de processus continue, elle est importante. Et là, c'est vrai Thierry, que là-dessus, il est important au départ, donc de choisir une solution qui soit très flexible, parce que la solution que vous choisirez à un instant T, il faut qu'elle puisse s'adapter à T+1, T+2, T+3, donc ça c'est quand même très important. Et puis de choisir aussi un partenaire qui puisse vous accompagner dans le temps, parce que ça aussi c'est fondamental, hein. Il y a des nouvelles personnes à former chez vous, il y aura des adaptations de processus, il faudra pouvoir répondre à des nouveaux besoins. Donc tout ça, c'est important. On ne pense pas à un projet CRM pour 6 mois, mais plutôt pour 5 ans. Alors, rapidement, bref, donc dernière tendance, dernière news. L'aspect important, c'est la smart data. La smart data, hein, c'est données utiles, on va dire. Intelligente même, je dirais. C'est-à-dire, voilà, c'est un CRM n'a pas le même objectif qu'un référentiel client unique qui, lui, va pouvoir stocker des grandes quantités d'informations très détaillées. Le CRM, lui, il va stocker des informations utiles et ce qu'on appellerait, entre guillemets, des agrégats, c'est-à-dire des choses qui vont me permettre, quand je suis en contact avec le client, de pouvoir connaître le chiffre d'affaires sur une année, connaître un certain nombre d'éléments indispensables, mais à 360 degrés. Donc ça nous amène aussi à une deuxième notion qui est la data ready. Alors, data ready, ça aussi, c'est fondamental. Donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure en préalable pour mettre en place des parcours clients, c'est-à-dire pour automatiser dans un cycle, donc soit de conquête, soit de fidélisation à la vie d'un client. On va utiliser des différents outils, hein, donc ça peut être des outils multicanal, je dirais CRM, donc emailing, SMS, courrier, etc. Ou bien du marketing automation, hein, ça c'est aussi autre chose. Mais tout ça, ça fonctionne super bien à partir du moment où les données qu'on va utiliser sont prêtes à l'emploi. Alors justement, pour illustrer ce sujet, j'ai une petite vidéo que je vais lancer là pour montrer comment, au cœur même du CRM, on peut en créant un compte, je vais créer un compte et c'est une société, je vais créer par hasard la société Amabis, donc vous voyez là je tape la société Amabis et tout simplement parce que j'ai accès à une base de données entreprise derrière, il me propose une liste de sociétés en France qui ressemble à Amabis. Alors j'aurais pu circonscrire la recherche uniquement au département 92, par exemple. Et donc, il m'a affiché directement le SIRET, les informations de création d'entreprise, etc. Donc, j'ai ici 105 informations, hein, je crois. 105 informations, dont les effectifs d'établissement, le téléphone, le nom du dirigeant, bref, j'ai même les coordonnées géographiques, latitude, longitude.
toutes ces informations que je n'ai pas à saisir. Donc, simplement parce que j'ai saisi la raison sociale, finalement, j'ai gagné énormément de temps. Vous voyez, ici, j'ai ces informations de data quality qui complètent l'information saisie. Finalement, j'ai saisi 6 lettres de la raison sociale et ça m'a généré automatiquement. Sans risque d'erreur. Voilà, sans risque d'erreur. Les contraintes légales, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment un axe qui va être à prendre en compte dans les 2 prochaines années et même et là, par contre, c'est important, Thierry, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on était en fait encore en train d'hésiter, est-ce que je fais un CRM maison, etc., etc. Là, aujourd'hui, la donne va changer quand même. C'est-à-dire qu'il va y avoir de telles obligations légales qu'aujourd'hui, il faut que ça soit travaillé. Ça va être des experts qui vont travailler là-dessus, tant technique que juridique. Et donc, c'est vrai que le fait d'être bien accompagné va être un sujet très important. Oui, c'est vrai que le chief, enfin ça s'appelle un DPO maintenant, c'est le Data Protector Officer. Donc la personne qui va protéger les données d'entreprise, c'est ce qui va remplacer le correspondant informatique et liberté. Et pour nombre d'entreprises, il va devenir obligatoire. Ce n'est pas forcément une fonction à temps plein, mais voilà. Donc la connexion avec le RCU et le marketing automation, ça, je dirais, c'est aussi essentiel parce qu'on va alimenter le RCU, on va alimenter le marketing automation, mais on va également récupérer de l'information pour cette connaissance client et pour toutes les interactions qu'on va pouvoir automatiser donc avec au niveau du online via le marketing automation et puis pour la connaissance client avec le référentiel client unique qui synthétise l'information. La mobilité, William, c'est devenu incontournable. Ça, c'est vraiment incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'avoir sur son mobile, sur sa tablette, l'accès à son CRM, ça devient indispensable. Donc là aussi, il existe plusieurs solutions. Le responsive design et le mode offline qui est aussi envisageable. Le social media aussi, on ne peut plus... Le social media, donc à partir d'un compte ou à partir, je dirais, d'un contact, de voir un petit peu l'écosystème de ce compte ou de ce contact sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur des dimensions financières, sur des dimensions participatives, de contenu. Donc ça vous permet, avant d'engager un entretien avec un client, de voir qu'il est intéressé par tel et tel sujet. Donc vous avez une vision 360 sur son activité social media. Et puis le SaaS, aujourd'hui, les solutions sont en SaaS à 70%. Et ça ne fait que progresser. C'est une tendance, en effet, où aujourd'hui, le mode on-premise ne disparaît pas, mais s'efface pour la partie SaaS, pour des raisons qu'on peut facilement imaginer, de simplicité technique, de simplicité d'utilisation, de coût également. De coût, tout à fait. Puisqu'il n'y a pas d'infrastructure à gérer. Et puis il y a aussi un autre aspect important, c'est toujours cet aspect sécurité des données. Oui. Au départ, on a cru, oui, mais mes données ne sont pas chez moi, donc elles sont moins sécures. Aujourd'hui, avec l'évolution du cloud, on est obligé de constater que la plupart des sociétés ne sont pas bien protégées chez elles. À la différence des salles d'hébergement qui sont spécialement conçues pour la protection, même si rien n'est infaillible, mais néanmoins, dans nombre de cas... C'est toujours plus sûr. Voilà, c'est toujours plus sûr. Alors, en synthèse, William, donc le CRM, c'est un prétexte d'organisation orientée client et entreprise. Ça, c'est important de le souligner. On est orienté client, mais on est aussi orienté entreprise avec 3 axes. L'axe humain, bien sûr, dans l'entreprise, on doit former les gens, on doit les motiver sur le sujet, on doit leur vendre les bénéfices. Un axe d'organisation et de process qu'on doit faire évoluer en permanence, revoir. Et puis, bien sûr, un axe d'outils technologiques. Et donc, avec une phase d'intégration qui est, on l'a dit, stratégique, importante, incontournable, fondamentale, parce que les échecs viennent pas souvent des fonctions des outils qui se ressemblent toutes. Et aujourd'hui, il y a pléthore de fonctions, on les utilise pas d'ailleurs à 100%. C'est vraiment parce qu'on a loupé une étape ou négligé la phase d'intégration. Et puis, le troisième point, c'est de se dire, c'est un exercice qui n'est jamais terminé. Et là, on doit être vraiment dans cette phase d'évolution permanente. Alors, j'essaie de retrouver mon petit sondage parce que je voulais vous demander, voilà, quels étaient les... voilà. Quelles sont les difficultés principales que vous avez déjà pu rencontrer? Donc, vous avez droit à plusieurs réponses. Vous pouvez en mettre 2, 3. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans vos projets CRM? Pas de culture client,
Oui, ça c'est souvent dans l'entreprise un axe stratégique aussi il faut motiver, il faut former, il faut partager cette culture client. Encore une fois, le projet CRM peut être porteur et un moyen pour valider cette culture client. Des outils trop complexes, inadaptés. Est-ce qu'on a bien défini en amont les besoins? Est-ce qu'ils ont été correctement exprimés? Est-ce que les objectifs par rapport à la stratégie ils étaient définis? Vous voyez, pas de stratégie d'entreprise, 44%. Processus inadapté. Alors, est-ce qu'il fallait adapter les processus et adapter les outils ou réciproquement et quel équilibre, encore une fois, trouver entre les deux? Manque de technologie. Alors ça, effectivement, il peut y avoir un manque de ressources au départ et puis les technologies évoluent très rapidement. Formation, motivation du personnel, hein, ça rejoint un petit peu le pas de culture client qui a migré. Voilà. Bon, merci en tout cas pour vos réponses. Donc, on va, avant de passer à la séance de questions-réponses, rapidement vous représenter Amabis. Donc, Amabis, c'est une approche globale qui est à la fois transversale, vous l'avez compris, au travers de ce webinaire, puisqu'on intervient à la fois sur des aspects d'organisation, sur des aspects humains et sur des aspects, bien sûr, technologiques. Mais c'était aussi une dimension verticale. Donc, on a une double approche horizontale et verticale, puisque c'est une dimension métier, parce qu'on a une bonne culture à la fois du marketing et du commerce, mais on est aussi des informaticiens, donc le système d'information, la technologie, ça nous connaît, et puis il y a cette dimension législative qui prend de plus en plus d'importance et on ne cessera de le répéter tout au long de l'année 2017 encore. Conseil, éditeur, intégrateur qui fait de nous un partenaire expert sur les aspects de qualité de données, puisque là, on réalise à la fois des aspects de prestations, mais comme on édite des services, donc on peut vraiment proposer toutes les solutions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient commerciales, et puis des aspects de RCU, référentiel client unique, de CRM et de business intelligence, le tout connecté à de la marketing automation, donc avec du SaaS, bien sûr, du data management, des analyses descriptives et prédictives, donc de parcours client. On est présent bien évidemment sur tous les secteurs d'activité. On vous a mis ici quelques références. Et donc tous les secteurs d'activité sont concernés parce que ce soit des gens comme Pôle emploi qui ont non pas des clients mais des usagers ou des demandeurs, que ce soit en gendarmerie nationale ou bien sûr le secteur bancaire, assurance, tout le monde gère aujourd'hui. Ou des beaucoup plus petites entreprises, hein, parce que là c'est vrai qu'il y a des. Oui, on a mis des gens connus. Voilà. Alors, avant de passer à cette séance de questions-réponses, je vous donne rendez-vous donc le 18 novembre d'ailleurs, puisque vous aurez un webinaire de 15 minutes, format court, pour parler de stratégie d'entreprise, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le manque de stratégie d'entreprise, le manque de vision, le manque de partage de cette stratégie d'entreprise est un handicap, bien sûr, pour déployer ce type de projet. Et William, maintenant, va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, à vous la salle. Vous avez des moyens de vous exprimer via le chat. Voilà, Marie-Gabrielle nous écrit. Donc à vos claviers. Alors vous retrouverez donc le diaporama à l'issue de cette session. Vous pourrez nous retrouver également sur la chaîne Webikeo. Vous pourrez nous retrouver donc sur la chaîne Amabis de Webikeo. Avec une base de données existante, quels sont les moyens pour normaliser et structurer les datas? William, je te laisse répondre. Il y a plein de possibilités, parce que là, on a des outils, en effet, de data quality qui permettent d'intervenir sur une base de données existante, hein, donc soit via des web services, soit via des automates. Donc, alors, on va distinguer le traitement, on va dire curatif, voilà, il y a le traitement type batch. Ça pourrait être en fait un export global de vos bases de données et un traitement, je dirais, de la qualité et réintégration dans notre système. Ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on appelle en fait le curatif. Deuxième cas, c'est une fois qu'on a fait ça, c'est comment s'assurer que les nouvelles sources d'informations rentrent normalisées, corrigées. Là, on va vous mettre soit des web services, soit des traitements batch. Hein, donc,
soit la saisie dans un formulaire de votre base de données ou toute autre source, on va directement corriger l'information ou l'enrichir ou faire une complétude, soit tous les soirs, on récupère toutes les données qui ne sont pas traitées et puis ça passe automatiquement via un automate et dans l'heure qui suit, vous récupérez tout dans votre base de données. Alors, c'est une bonne question, hein, Marie-Gabrielle. Et effectivement, les outils de dédoublonnage, donc soit vous avez des outils de préexistence, cette recherche de préexistence, lorsque par exemple dans un process de saisie, on va créer une nouvelle fiche, il faut effectivement que l'outil permette de rapprocher de quelque chose de similaire. Ça, c'est, je dirais, la préexistence en temps réel. Et puis, il y a des dédoublonnages qui peuvent se faire en traitement différé. Par exemple, chaque nuit, on peut passer une moulinette dans un workflow qui va, sur des critères très élaborés, faire des recherches qui font qu'on tient compte des approximations phonétiques, on tient compte des erreurs de frappe. Après, on a plein d'algorithmes pour dédoublonner les choses en fonction de ce qu'on a comme information et de ce qu'on peut utiliser. Alors, en ce qui concerne la reprise de données, quel accompagnement proposez-vous? Eh bien, c'est un accompagnement, je dirais, de formatage initial de la data. Ça, c'est ce qu'on fait couramment, c'est-à-dire qu'en général, on récupère en fait l'information client. Donc là, quand vous parlez de ça, vous voulez dire en fait récupération de données en vue d'intégration dans un nouvel outil, quoi. Je pense que c'est ça, Gabriel, vous nous confirmez, oui, c'est ça. Oui, donc ce qu'on fait, donc on fait un audit de l'ensemble des tables que vous possédez, de l'ensemble des données, et on va vous proposer un plan d'action sur tout ce qu'on peut corriger. Donc à chaque fois qu'on va trouver un dysfonctionnement, on va tenter de rendre l'information conforme. Ça, c'est vraiment la priorité. Pour ça, on a plein de moyens différents. Donc que ce soit sur l'adresse, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'email, on a toute une panoplie, je dirais, d'outils. Et donc on va faire un audit, on va faire un diagnostic, on va vous proposer des solutions, on va décider ensemble en fait des plans d'action à mener, et puis on va mener en fait ces traitements donc pour arriver à une qualité d'information fiable. Une fois que ça c'est fait, on va intégrer ça dans l'outil CRM. Alors, il est important, compte tenu de ces questions, de vous dire que lorsque il y a un défaut de qualité dans la base de données, notamment du CRM, on a deux missions. Une première mission qui va consister à auditer pourquoi est-ce qu'il y a de la non-qualité. Parce que si vous avez de la non-qualité, on peut bien sûr faire un traitement curatif qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on va normaliser et enrichir les datas de façon ponctuelle, mais le ponctuel ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut voir comment travaillent les gens en interne, quels sont les outils sur lesquels ils travaillent et quels sont les process qui font que la non-qualité rentre dans la base de données. Parce qu'un traitement curatif, on va le faire une fois, mais 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, à nouveau, si on ne travaille pas sur les process, sur la formation des gens et la sensibilisation du personnel, bien évidemment, à cette qualité de données, on va avoir des difficultés du sens où la non-qualité va revenir dans la base. Alors, il y avait une question de Gabriel qui disait combien de temps ça met? En fait, ça dépend un petit peu de l'ampleur, je dirais, de votre système d'information actuel. Si c'est un système d'information relativement simple avec 3-4 tables, on va dire maître, donc des comptes, des contacts, etc., ça va assez vite. On a des équipes ici chez Mavis qui sont spécialisées là-dedans. Donc le mieux que je puisse vous proposer, c'est soumettez-nous en fait votre cas et puis on va vous répondre très rapidement là-dessus. Alors c'est vrai que sur des audits inclus, ça dépend aussi après de la disponibilité des équipes, mais selon le type d'entreprise, après on a vu là il y avait des petites et des plus grandes entreprises, on va entre 3 semaines, 1 mois à 3-4 mois selon les audits qu'on fait dans l'entreprise, parce que après c'est une question de disponibilité d'agenda et bien sûr de rapport. Voilà. Là, ce que dit Marie-Gabrielle, en fait, c'est une base de données d'il y a 20 ans, donc ouais, mais je dirais, il faut qu'on voit en fait de quelles informations il s'agit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à partir du moment où on va auditer votre base et qu'on va faire un diagnostic, le livrable qu'on va vous donner, ce sera ce qu'on peut faire de mieux par rapport à l'enrichissement, la complétude et la correction de vos données. Donc, en sortant de chez nous, ça ne pourra pas sortir mieux que ça. Après, c'est en fait des arbitrages, je dirais, humains et métiers, parce que vous connaissez très bien votre client, etc. Mais nous, d'un point de vue système, on va vous sortir le mieux qu'on est. Alors typiquement, Marie-Gabrielle, dans le cas d'une base de 20 ans, il y a des datas, il faut savoir si elles méritent encore d'être traitées, parce que une information qui a 20 ans, est-ce qu'elle est encore fiable? Est-ce qu'elle est à jour? Donc là, en plus, il y a des problématiques de conservation de données.
aujourd'hui qui rentrent en ligne de compte à cause de la nouvelle loi. Et voilà, donc peut-être déjà, il y a des questions d'ordre diagnostic à faire sur est-ce que cette donnée, j'en ai besoin? Est-ce que cette donnée, je peux la conserver? Est-ce que cette donnée, elle est à jour? Est-ce qu'elle est utile? À quoi elle va me servir? Parce que si depuis 20 ans, la donnée n'a pas bougé, ça veut dire que peut-être je ne m'en suis pas servi et donc elle n'est pas forcément utile. Donc ça, c'est un point à travailler. Alors Myriam a une question, c'est dans le cas de mise en place d'un outil CRM pour du B2B, comment utiliser son outil tout en gardant une relation de proximité avec le client? L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On se doit, je dirais, de faire les deux. C'est à la fois, je dirais, votre CRM, ça va être la mémoire de vos actions. Donc pour savoir que vous êtes très proche en fait d'un de vos clients, mais vous lui avez dit ça, vous lui avez envoyé ça, vous lui avez parlé de ça. Donc ça, c'est la mémoire. Et puis ça va vous permettre en fait d'éviter, lorsque vous allez mener des actions marketing, d'envoyer 4 fois un message à une personne dans la même semaine, par exemple, parce que la pression va être trop forte. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce qu'on fait du CRM que, au contraire, moi, voilà. Je pense que c'est vraiment complémentaire. Voilà, c'est justement parce que j'ai l'information à disposition et que je vais pouvoir, lorsque le client me téléphone, par exemple, accéder à son historique, comme le disait William, je vais lui répondre de façon pertinente. Hein, c'est ça qui va faire que la connexion, parce qu'un client reconnu est un client reconnaissant, pour que je le reconnaisse, il faut que j'ai accès à son historique et à qui il est et à ce qu'il représente, quelle est sa valeur dans l'entreprise. Est-ce que c'est un client VIP? Est-ce que c'est un client moins VIP, par exemple? Donc voilà. Et donc Myriam, oui, au contraire, mieux je vais utiliser mon CRM, plus je serai proche de mes clients. Encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure avec le petit artisan et ses clients. Hein. C'est exactement la même démarche, sauf que là, on l'automatise pour pouvoir se souvenir de ces 10 000 clients, entre guillemets. Alors Myriam a une autre question intéressante, effectivement, c'est une bonne question Myriam. Oui, sondage pour connaître leurs attentes en matière d'infos, en matière de relations avec vous, oui, effectivement. D'ailleurs, dans les méthodes ISO 9000 qui consistent à gérer au mieux l'entreprise, l'enquête de satisfaction client est importante justement pour pouvoir voir si nos process et les pistes d'amélioration d'ailleurs vont venir souvent des demandes des clients, parce que les clients vont nous montrer des choses que nous, en tant qu'entreprise, on ne voit pas forcément, puisqu'on est de l'autre côté de la barrière. Et là, ils vont nous dire, voilà, je trouve que vos délais de réaction peut-être sont trop lents ou peu importe. Mais voilà, là, donc avoir demandé l'avis du consommateur est excellent. Les commerciaux répondent souvent qu'ils connaissent bien leurs clients. Oui, ça, c'est évident. Ça. Et donc, pas besoin de cette phase. Oui, mais comment, en fait, la personne qui est responsable du marketing, comment la personne qui est responsable de l'activité commerciale, elle sait tout ça, comment elle est capable de conceptualiser ou de segmenter sa clientèle. Si, je dirais, le savoir est dans la tête des commerciaux et pas au sein d'une base de données. C'est très compliqué. Donc, puis après, il y a d'autres problèmes. C'est quand le commercial s'en va, qui a l'information. Donc là, on est sur des risques stratégiques quand même. Donc encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut très bien travailler avec un outil et mettre des informations qui sont des agrégats, qui sont des choses, je vous dis, factuelles et utilisables, et entretenir une très bonne relation personnelle ou relationnelle avec son client. Ça. Alors, doit-on segmenter quand on a une trentaine de clients? Effectivement, la question est peut-être un peu... Pourquoi pas? Là, c'est difficile de répondre. Vous êtes dans quel secteur? C'est du B2B ou du B2C, Myriam? Je pense que c'est du B2B. Oui, c'est du B2B. Alors, c'est vrai que la segmentation ou demander l'avis aux clients, c'est important aussi parce que si les commerciaux connaissent bien leur marché, le marketing, lui, a besoin d'avoir l'avis du client directement et cet avis va remonter d'une façon différente si on questionne indépendamment du commercial. La segmentation, elle est liée aussi après à ce que vous voulez en faire, c'est-à-dire quelle exploitation. Si vous avez un client, je ne sais pas, qui représente des millions d'euros de chiffre d'affaires versus un client beaucoup plus petit, la communication, l'approche ne va pas être la même. Donc en effet, il faut que vous puissiez identifier ce groupe de clients par rapport à un autre. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais le fait de segmenter des clients, c'est important. Et puis le fait de leur demander leur avis va permettre en fait de faire évoluer vos prestations, vos services, vos produits, parce que c'est vos clients qui vont vous donner peut-être de nouvelles pistes à explorer. Voilà, à moins que vous ayez déjà ce type de retour via les commerciaux, ce qui est possible également. Mais le fait de formaliser toujours une action positive, positivement bien vécue par les consommateurs.
La formation s'effectue à distance comme ce webinaire. On a les deux formats. Donc pour ça, après, c'est vrai que tout dépend ce qu'on fait. En général, pour les formations CRM, on a une première formation qui est générique, hein, c'est-à-dire sur l'utilisation de l'outil qui dure 1 à 2 journées. Donc là, le format à distance va très bien. Maintenant, ce qu'on fait aussi souvent, c'est des formations personnalisées sur les sujets que le client veut voir, en fait, veut développer en particulier. Donc là, on crée une formation personnalisée. Et là, l'intérêt, c'est de mettre les gens en situation aussi de workshop pour qu'à l'issue de cette formation, ils puissent, je dirais, exploiter pleinement l'outil tel qu'on l'a conçu pour eux. Un point important aussi, c'est qu'on est organisme de formation, donc normalement, cette formation, elle est remboursée par votre OPCA, quoi. Alors pour Myriam, on va conclure sur les questions de Myriam qui nous a tout à fait, qui nous ont passionnés. Oui, Myriam, ça veut dire que le CRM chez vous ne fait pas office de centralisation d'informations, elle est décentralisée et éparse, et ça veut dire, voilà, ça milite pour l'utilisation d'un CRM qui soit opérationnel pour que les 30 commerciaux, non pardon, les 30 clients soient tous dans la même base et que vos commerciaux puissent remonter l'information justement directement dans la base, et ce qui milite encore plus par le fait de pouvoir les questionner directement les clients si on n'a pas l'information via les commerciaux. Alors, voilà, merci Myriam. Bonjour Mélanie, est-ce que vous avez des solutions globales pour gérer 2 types de clients? Oui, dans le cadre d'un réseau de franchise, donc les franchisés bien sûr et le consommateur. Oui, ça peut se faire. En fait, on a plusieurs possibilités de configuration. Donc ça, c'est possible en effet. C'est-à-dire que, je dirais, le siège voit l'intégralité et des franchises et des consommateurs qui sont attachés à une franchise. Hein, donc, et la franchise, elle ne voit que ses clients. Donc, en termes de droit, c'est tout à fait... voilà, et donc du coup, ça nous permet de travailler directement sur des tickets de caisse, par exemple, et d'agréger des tickets de caisse qu'on va remonter directement, sachant qu'un consommateur peut aller dans différentes franchises, et donc on va pouvoir le réagréger à plusieurs franchises. Oui, on a déjà fait ce type de manipulation. On gérait d'ailleurs des millions de tickets de caisse, parce que forcément, dans la grande distribution, enfin dans le retail, les tickets de caisse, voilà. B2A, association. Oui, oui, bien sûr. Et là, je dirais qu'il n'y a pas de... Il faut bien comprendre que qu'on soit en B2B, en B2C, en association, qui est un peu du B2B, mais particulier, le type de process sont toujours les mêmes. Les process sont toujours les mêmes, parce qu'il n'y a pas X manière de contacter les gens. Les médias sont toujours les mêmes. De toute manière, encore une fois, en fait, hein, par rapport à ce qu'on vous disait lors de ce webinaire, c'est on va vraiment prendre votre brief, on va vraiment écouter la manière dont vous fonctionnez, ce que vous attendez, etc. Et à partir de là, on va regarder c'est quoi la solution la plus adaptée pour ça. Donc, on part toujours dans ce sens-là. Hein. On ne vous impose pas une solution en vous disant, bah voilà comment il faut travailler. Non, on part de votre besoin, on part actuel, on part aussi, on écoute vos doléances sur les fonctionnalités que vous aimeriez, les choses que vous aimeriez automatiser, etc., les reportings que vous souhaiteriez avoir. Ça, c'est quand même important de pouvoir piloter son activité. Et puis, bah, en fonction de ça, on trouve là où les solutions, mais on part toujours dans ce sens-là. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre demande, Nathalie, Mélanie également, Myriam, oui, je pense, Gabriel, c'était fait. Voilà, Mélanie, voilà, ok, merci. Ben, écoutez, Nathalie nous repose une autre question, très bien. Oui, très bien, ok, parfait. Merci. N'hésitez pas en fait à nous appeler en fait, hein, si vous avez des projets, si vous souhaitez qu'on regarde un petit peu plus en détail ce que vous souhaitez faire comme projet. On est à votre disposition. Donc il y a le numéro qui s'affiche en fait sur le chart en fait d'Amabis. N'hésitez pas. En fait, on est à votre service. Merci en tout cas de votre écoute. Et puis donc rendez-vous le 18 pour un prochain webinaire sur la stratégie d'entreprise. Et vous allez pouvoir retrouver dans quelques minutes dans la salle le téléchargement.